Bonsoir et merci d'être présent pour le webinaire de présentation de Floatframe. Je suis Arnaud Chataille, responsable des opérations sur Épargne Occitanie. Épargne Occitanie qui est la filiale de WICID, qui en partenariat avec la région Occitanie soutient financièrement les entreprises qui ont un siège social ou un établissement secondaire en région Occitanie. Et ce soir, nous allons à la découverte de Floatframe, qui est une entreprise qui a développé des innovations pour lutter contre le risque inondation. Une partie de l'équipe dirigeante est présente ce soir avec nous et Rémi Alquier assurera en grande partie la présentation de l'entreprise. Pour mémoire, Floatframe est actuellement en collecte sur la plateforme. Une fin de collecte est prévue dimanche, donc pour les WICIDers qui connaissent maintenant parfaitement les mécanismes sur la plateforme, vous avez vu le compteur rouge qui est activé, donc avec une fin de collecte prévue dimanche soir, fin de journée, minuit. Dans le déroulé du webinaire ce soir, la première partie sera consacrée à la présentation de Floatframe, des innovations développées par la société, puis de son projet de développement qui justifie l'opération de levée de fonds en cours sur la plateforme. Et nous aurons ensuite une session de questions-réponses. Je serai le modérateur de cette session. Donc, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous auriez dans la partie Q&A qui est accessible en bas de votre écran sur Zoom. Je les récupérerai, je me ferai votre porte-parole pour les poser à Rémi et ses collaborateurs. Je pense avoir dit l'essentiel. Rémi, je vous passe la main pour dérouler le deck que vous avez préparé. Je crois qu'il y a une présentation qui devrait durer une vingtaine de minutes, peut-être un peu plus. L'idée, c'est que vous puissiez la présenter in extenso. Je recueille l'ensemble des questions et je vous les poserai à la suite de la présentation. Super. Merci Arnaud. Je suis bien entendu là. Super. Donc, je suis Rémi Alquier. J'ai fondé Floatframe à Toulouse en septembre 2021 et je dirige la société. Avec moi ce soir, Philippe. Philippe. Oui, je suis là. Philippe Dussoulier, donc je suis investisseur et j'interviens également pour les ventes au niveau de Floatframe. Bien, Floatframe, en fait, conçoit, installe et garantit des protections individuelles, automatiques et invisibles contre les inondations. On le fait pour tout type de bâti fixe, comme on le voit sur ces trois photos, ou mobile. Je commence par vous montrer le produit en action, qui ici est dissimulé sous la terrasse, sous la lame grise, et on le voit se développer sous la force de l'eau. En fait, c'est un flotteur autour duquel on a enroulé une bâche étanche, et avec la pression de l'eau, il sort tout seul. C'est exactement comme la bouée des enfants à la plage, qui ceinture l'enfant qui ne sait pas nager. Quand on la met sous l'eau, elle se soulève. Mais là, c'est pareil. On a une bouée qui est rigide, qui est enterrée autour d'un bâti. Et quand l'eau arrive, le flotteur flotte. Il tire sur la couverture qui est attachée dans le sol et elle se déroule, tout simplement. Ça fait comme le liner à la piscine, mais à l'envers. Alors, l'inondation en France, ça concerne 19 millions de personnes. Ce sont les chiffres du ministère. Plus des millions d'emplois et des milliers de campings, sites d'infrastructures critiques, électricité, télécom et bâtiments du patrimoine. Je ne suis pas sûr que vous ayez eu le son, mais ça, c'est une vidéo d'un de nos prospects qui, voilà, c'est une inondation en direct. Dans son cas, c'est une forte pluie et l'eau envahit sa maison. Alors, quand on a le son, c'est assez impressionnant parce qu'on a un peu la dramaturgie de ce que c'est une inondation. Alors, Floatframe n'est pas le premier à fournir ce type de protection. Par contre, il a un certain nombre d'éléments différenciants. Le premier est que c'est un système permanent. En fait, la quasi-totalité des systèmes de protection contre les inondations sont des systèmes qu'on doit apporter au bon moment. Ça veut dire qu'il faut les stocker quelque part, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne les mettre en place, etc., etc. Ils ne sont pas permanents. De la même façon, donc, ils ne sont pas autonomes. Ils ne fournissent pas non plus une protection intégrale. On le voit ici sur la photo de gauche, ce sont des bâtards d'eau, c'est un système assez classique, c'est des rails qui sont fixés devant les ouvertures, et on vient mettre une planche, un peu comme à Venise, pendant le Aqua Alto,
Ça paraît assez curieux, mais ces systèmes fuient. Voilà, on le voit ici, là, il y a beau avoir un bâtard d'eau, l'eau passe. Et on le comprend assez aisément, en fait, on a un matériau qui peut être en alu, en bois, et puis qui doit se joindre avec un autre qui est du béton, du carrelage, etc. Et en fait, il y a un joint en plastique. Et ça fuit toujours un peu. Voilà, un petit peu. Floodframe, par contre, lui, fournit une protection intégrale. C'est-à-dire que c'est comme le liner à la piscine, il y a le liner au fond, il y a le liner sur les côtés, et l'eau ne traverse pas. Voilà, Floodframe, c'est pareil. Il y a une membrane souterraine qu'on ne voit pas sur les vidéos parce qu'elle est cachée sous sol. Et il y a une membrane hors sol, qui est la blanche que vous avez vue se déployer. Et en fait, ça fournit une protection intégrale. Tout le bâtiment, hors sol, sous sol, de moins 50 cm à plus 50 cm. Voilà. Le dernier atout de Floodframe, c'est que c'est un système qui est visuellement intégré. Il est caché sous une terrasse, il est dans un sol, sous un carrelage, il est sous une pelouse. Donc on ne le voit pas. Et on verra que sur certains segments de marché, c'est un argument décisif. Alors le concept est très très simple. C'est une membrane étanche enroulée autour d'un flotteur, dissimulée dans un caniveau. Vous voyez ici une installation sous une terrasse bois, ici sous une terrasse pierre. En fait, au départ, ce système a été conçu pour l'habitat individuel, les maisons des particuliers. Et depuis qu'on a créé la société en France, on l'a déployé aussi sur l'habitat de loisirs, les mobilhomes. On l'a déployé sur les infrastructures critiques. Donc, le dernier projet en date, c'était pour Bouygues Télécom, la principale station télécom de la région Occitanie, qui se trouve à Toulouse. Mais ça se déploie aussi sur les œuvres d'art indéplaçables, les statues du jardin Tino Rossi, par exemple, dans le 4e arrondissement. Et bientôt, en tout cas, c'est des demandes qu'on a et qu'on n'a pas encore traitées, mais qui nous arrivent, sur des sites Céveso, par exemple, non pas pour protéger de l'inondation qui arrive de l'extérieur, mais pour empêcher que les fuites de produits qui pourraient porter atteinte à l'environnement sortent du bâtiment. Donc, en fait, on mettrait un Floodframe pour bloquer ces eaux-là. Alors, la proposition de valeur, elle est en fait assez multiple et elle répond à des situations à chaque fois particulières. La première, c'est le manque de place. Notre premier cas à La Rochelle, c'était une maison secondaire, en fait, où il avait à peu près une quinzaine d'ouvertures. Et bien, pour stocker ces bâtards d'eau, il fallait qu'il construise un garage. Voilà. Donc, Floodframe répond assez bien à ça parce qu'il est dissimulé dans le sol. Il est là pour des décennies. La durée de vie des matériaux, c'est entre 30 et 50 ans. Et donc, la première proposition de valeur, c'est le manque de place. La deuxième proposition, c'est quand on n'est pas présent à H24. Alors, on pense évidemment aux résidences secondaires, mais il n'y a pas que ça. Les écoles aussi sont concernées par ce cas-là. On était cet après-midi dans l'Ariège et on nous a à nouveau parlé d'une école. En fait, pendant les vacances, les personnels municipaux ne sont pas là forcément tout le temps, au milieu de la nuit, au moment où, par exemple, le LESAT grimpe pour aller mettre en place des protections. Donc l'avantage de Floodframe, c'est qu'on n'est pas là, ça fonctionne quand même. Voilà. Un autre cas qu'on a rencontré, c'est les difficultés. Les personnes qui ont à mettre en place des protections ne sont pas forcément à même de le faire. On avait le cas d'une personne âgée de 80 ans, c'est compliqué pour elle d'aller mettre en place des planches dans les temps et surtout dans l'urgence d'une inondation avec la criticité du contexte. Voilà. Les exigences esthétiques, en fait, c'est assez facile, c'est dès qu'il y a besoin d'une intégration. Alors, on verra plus tard, mais c'est sur les bâtiments du patrimoine, les bâtiments historiques, par exemple, il y a des recommandations des architectes des bâtiments de France qui interdisent de mettre des choses aussi simples que des rails de bâtard d'eau, ils ne les acceptent pas. Voilà, c'est des bâtiments qui ont certaines exigences. Et a priori, en tout cas, c'est ce que nous a dit le ministère de la Culture, Floodframe est un des rares systèmes qui respecterait le code de la construction du patrimoine. Voilà. Autre élément, la hauteur d'eau. Alors, notre système, il a l'avantage de, si l'eau fait 20 cm, il monte de 20 cm. Si elle en fait 60, il monte de 60. Si elle fait 80, il monte de 80. Voilà. Souvent, un bâtard d'eau, c'est réglé pour une hauteur fixée à l'avance. Et si l'hauteur est inférieure, voire même supérieure, c'est plus grave, l'eau passe par-dessus. Voilà, tout simplement. Alors en France, il y a
il y a des chiffres très, très importants hein, sur la vulnérabilité aux inondations, aux phénomènes naturels d'inondation. Nous, on s'est fixé 5 marchés prioritaires. Le premier, c'est celui des infrastructures critiques. Transformateurs Enedis, stations télécom comme Bouygues par exemple. Mais il n'y a pas que ça, il y a l'eau, le gaz, il y a le transport avec le rail. Hein. Donc il existe assez peu de données publiques, en tout cas nationales. Il y a quelques études sur des zones particulières comme autour du Havre. Et quand on extrapole un peu la situation de ces zones-là, ben, en fait, on arrive à des milliers de sites. Une installation typique sur un transformateur comme on le voit sur la photo, c'est à peu près 5 000 €. Voilà. Quand on sait qu'il y a plusieurs centaines de milliers d'euros à l'intérieur du bâti, ça mérite de le protéger. Le deuxième marché, c'est celui des particuliers, voilà, qui est le marché historique de Floodframe. En France, ce sont 3,5 millions de logements qui sont en zone inondable. Ça paraît assez colossal, mais quand on va sur le ministère de l'écologie, sur leur site, on trouve exactement ces chiffres-là. Un prix moyen, c'est à peu près 15 000 €. On parle bien de prix moyen parce qu'en fait, vous l'avez compris, le Floodframe se pose autour d'un bâti, donc il épouse exactement les formes. Et donc, en fait, on n'a pas autant on a des composants standards, hein, c'est un flotteur avec une membrane, mais par contre, sa disposition autour du bâti, ben, c'est du sur-mesure. Voilà. Le troisième marché, c'est celui des entreprises en zone inondable. Il y en a à peu près 500 000 en France. Là, les prix sont un peu plus élevés à cause de la longueur du périmètre pour protéger un bâti. Le quatrième, lui, il est absolument... enfin, on a découvert ça en arrivant en France, hein, ça faisait pas partie de nos cibles. Mais ça a été notre premier client, c'est les campings. En fait, en France, il y a 9 000 campings et il y en a à peu près 3 000 en zone inondable. C'est le premier marché européen. Le prix moyen des installations est beaucoup plus faible, hein, c'est 3 000 € parce que c'est beaucoup plus simple à poser. Et voilà, et souvent ce sont des infrastructures de tourisme. Notre premier client est dans le Gers, dans la ville de Plaisance. Ben, c'est le seul hébergement touristique de la région. C'est-à-dire que si le camping ferme parce qu'il est en zone inondable, il ne pourra plus y avoir de touristes dans cette région-là. Donc la mairie est très moteur pour qu'on vienne protéger ce camping-là. Enfin, le dernier, c'est celui des marchés publics, où là, à nouveau, on retrouve des milliers de sites en zone inondable. Et nous, on va avoir plutôt un focus sur tout ce qui est lié au secteur du patrimoine, à cause de cette capacité qu'a Floodframe à s'intégrer visuellement dans une architecture très contrainte. Et ça concerne évidemment les bâtiments historiques, mais ça concerne aussi ce qu'on appelle les secteurs protégés, c'est-à-dire des sites qui sont dans un rayon de 500 mètres autour d'un bâtiment lui-même historique. On était dans le sud toulousain, là, et il y a une salle des fêtes qui n'a vraiment rien de particulier en termes d'architecture. Par contre, elle est dans un rayon de 500 mètres de l'église du village. Et donc, du coup, la mairie ne peut pas la protéger avec des systèmes de type Batardo. Ça a été refusé par l'architecte des bâtiments de France. Et donc, on a prochainement une réunion avec lui pour qu'il donne son feu vert sur la protection de ce site-là. Alors, notre projet, c'est un projet à impact. Hein. On vise un CA en 2026 supérieur à 3 millions d'euros. C'est dans le dossier WICID. J'ai beaucoup parlé de la France, mais nous avons un brevet qui a été redéposé dans 14 pays en Europe. Donc, le système est protégé dans ces 14 pays d'intérêt pour les inondations parce qu'il présente des caractéristiques un peu similaires à la France, c'est-à-dire une grande vulnérabilité et une politique publique qui a recensé l'ensemble des sites inondables et qui parfois accompagne financièrement les installations. Voilà. À fin 2022, on a déployé 21 produits dans 3 pays. Hein. Il n'y a pas que la France, il y a aussi le Danemark et les États-Unis. Et jusqu'à présent, donc on a eu 3 business angels qui nous ont rejoints en novembre, dont Philippe qui est présent dans ce live. Et on a alors je suis pas allé voir ce matin, mais on avait hier 85 WICIDers qui avaient engagé leur action dans le financement de Floodframe. Nous allons développer un projet tout à fait remarquable dans la région toulousaine qui est un centre des inondations.
Il n'y a aucune telle infrastructure en France. Hein. C'est un endroit où on peut vivre une inondation directe. C'est là qu'a été filmée la première vidéo qu'on voit du produit qui se déploie. Hein. C'est une espèce de grande piscine avec une maison au milieu. On inonde à vitesse rapide. Hein. Donc, les vitesses rapides les plus connues, les vitesses connues les plus rapides, notamment Trèbes en 2018. Et on observe ce que c'est une inondation. Voilà. On observe les produits Floodframe. Bon, c'est un formidable showroom. Mais on en apprend aussi sur les inondations, la vitesse de l'eau, l'impact sur le bâti, la pression que ça exerce, etc., etc. La société a déjà obtenu 4 récompenses. Elle avait obtenu la récompense européenne de l'EIC, le Seal of Excellence. Et puis, depuis le démarrage, il y a 15 mois maintenant, on a eu le 7 d'or qui récompense la meilleure innovation européenne dans le secteur du tourisme. Le Green Tech qui nous a été attribué par le ministère de l'écologie en octobre. Et le coq vert de la French Tech qui nous a été attribué en janvier. L'investissement jusqu'à présent représente à peu près 250 000 € et 500 millions d'euros, c'est le coût des inondations. Finalement, notre projet, c'est quoi? C'est un brevet, un produit distinctif, un marché important, un showroom unique. L'équipe, donc, on est aujourd'hui 6 personnes à contribuer au projet de manière opérationnelle, plus nos investisseurs, plus nos soutiens danois qui ont pris la décision, après le démarrage en France, de transférer l'ensemble de leurs actifs du Danemark vers la France. Donc la France va devenir le centre européen du groupe. Et dans l'équipe, on favorise la mixité, moitié femme, moitié homme, l'équilibre et des valeurs, et on vise 24 emplois dans 4 ans. Je pense que j'ai déjà abordé la plupart de ces éléments-là. Donc, sur la partie client, on a ouvert 4 marchés sur les 5 qu'on visait. Sur la partie investissement, donc on a 100 000 € apportés par les fondateurs, 120 000 € apportés par la BPI et une banque commerciale, plus 55 000 € des business angels en novembre 2022. Voilà. Nous avons un contrat R&D avec la région Occitanie, un contrat innovation qui nous permet de développer nos projets sur les campings, et un projet pilote qui est en cours de décision avec le CSTB et le Louvre pour protéger ce qu'on appelle les œuvres indéplaçables, c'est-à-dire par exemple les statues dans les jardins qui, lors d'une inondation, subissent le contact de l'eau. Alors ça a l'air anodin parce que souvent les matériaux c'est du marbre, etc. Mais en fait l'eau n'est pas juste de l'eau. Il y a bien sûr des sédiments avec, mais il y a surtout parfois des produits chimiques. Voilà. Donc, tout l'intérêt de protéger ces œuvres d'une valeur inestimable. Voilà. Un focus sur notre centre de test qui permettra bien sûr de tester nos produits, mais surtout de sensibiliser aux inondations et d'expérimenter. Voilà. On a des contacts en ce moment avec un assureur qui s'appelle Allianz, donc au niveau du siège européen, qui a déjà financé un projet de centre de test sur la partie séisme en Turquie, et avec qui on discute de les associer à la création de notre centre de test sur la partie inondation. Nos besoins, donc objet de la collecte sur WICI de 200 000 € pour à la fois des outils de conception et de l'outillage, pour financer du BFR, notamment sur le BFR de production, mais aussi pour faire de l'investissement commercial, pour notre centre de test et aussi pour utiliser le digital. On a sur les inondations une base aujourd'hui inexploitée de données qui ont été recensées, c'est-à-dire que on est capable de dire sur n'importe quelle adresse en France quel est le risque inondation, quelle est sa typologie, quelle est la hauteur d'eau, etc. Et on n'exploite pas pour le moment ces bases pour la partie digitale et notamment pour notre action commerciale. Plus tard, à partir sans doute de 2025, on aura d'autres besoins pour traiter notamment les bâtiments neufs, pour traiter l'international. Parmi les 14 pays qui nous intéressent en Europe, il y en a au moins 4 en priorité. L'Espagne, où on a un projet pilote qui devrait démarrer en 2023,
avec le gouvernement espagnol. Il devrait être décidé à la fin du mois de février. La Belgique, où je me rends dans 15 jours et où je vais rencontrer la ministre de l'écologie. Et puis l'Allemagne, pardon, et l'Italie. Voilà, donc ça c'est pour les perspectives internationales. À un moment donné, on voudra aussi financer une industrialisation en France. Aujourd'hui, on fabrique à 80% en France. Il y a encore un composant qui est fabriqué hors d'Europe, en Chine, qui est en fait le caniveau dans lequel vient se loger le système. C'est un U classique avec un capot qui se soulève. Mais il a quelques caractéristiques particulières. Et donc, au démarrage de la société, on a voulu d'abord valider ce produit-là. On a reçu les 500 premiers mètres qui ont été validés. Donc, à un moment donné, on va vouloir rapatrier la fabrication en France. Pourquoi? Pour de simples questions logistiques. Ces derniers mois, on a eu beaucoup de problèmes avec la crise sur les transports. Et puis aussi pour des questions d'argent, parce que en fait, quand on rajoute le coût du transport au prix qui a l'air pas très cher de la Chine, ben, on est comparable en tout cas à un prix qu'on pourrait obtenir ici en France. Voilà. Et puis, c'est dans un coin de notre tête. Aujourd'hui, on a un business model qui est basé sur de la vente de produits directs à des gens qui sont en zone inondable. Mais on a des business models additionnels en tête, notamment l'idée de transformer cela en offre de service, c'est-à-dire au lieu de payer une fois l'installation et une visite annuelle comme la chaudière pendant 10 ans, ben on ferait un Floodframe comme un service qui serait payé annuellement. Notre autre business model qui est envisagé de par les contacts qu'on a eus cette année, c'est celui de passer par des intégrateurs, notamment sur le marché des campings. Aujourd'hui, on arrive après installation des mobil-homes sur un camping. On pourrait très bien discuter avec un fabricant de mobil-home pour que celui-ci intègre nos produits dans sa chaîne de fabrication. Et donc, ce sera un business model additionnel qu'on voudra financer le moment venu. Je pense que j'ai fini ma présentation et je suis donc à l'écoute de vos questions. Merci Rémi pour la présentation. Alors, je repasse sur la partie questions. Vous avez cité, Rémi, à un moment les relations avec le Danemark et en indiquant donc l'implantation du groupe en France. Est-ce que vous pourriez préciser pourquoi la France, les raisons de l'installation en fait dans le pays? Alors en fait, moi j'ai rencontré la société danoise Floodframe en 2017 parce que je suis expert depuis 8 ans à la Commission européenne sur le financement des entreprises innovantes. Et ils étaient candidats à un des outils où j'interviens. Et j'avais bien aimé leur projet parce qu'à ce moment-là, je travaillais pour l'Agence française de développement qui nous faisait travailler sur un projet d'inondation en Colombie et on ne trouvait pas de solution intelligente. Voilà. Et du coup, j'avais trouvé leur projet sympa. Et quelques années après, en 2020, je les ai recontactés pour voir où est-ce qu'ils en étaient. Et donc, ils avaient démarré au Danemark. Mais le Danemark, c'est pas un pays d'inondation. Il y a beaucoup d'eau, mais ils n'ont pas de gros problèmes d'inondation. Et ils étaient partis à l'export aux États-Unis un peu par opportunisme. Et du coup, je les ai approchés, à force de discuter. Je leur ai dit, voilà, mais en fait, pour faire de l'export, il y a plus simple que les États-Unis. Venez voir la France. On a commencé à travailler. C'était en octobre 2020. Et puis, en 6 mois, on a eu tellement de bon accueil que le groupe danois a décidé de créer une filiale en France en septembre 2021 en me demandant de la diriger. Et puis, septembre 2021, on signe notre premier contrat avec les campings. On va découvrir le monde du camping au Salon du 7, le Salon européen du tourisme. On nous suggère de participer au concours innovation. On gagne le 7 d'or. La région Occitanie nous finance un projet pour adapter notre produit habitat résidentiel à la partie mobil-home. Et quand je présente ça en janvier 2022, donc 4 points d'activité, le groupe décide que désormais, ils allaient tout mettre sur la France. Et qu'ils allaient arrêter toutes les autres activités européennes pour les déplacer en France. Voilà comment on en est arrivé là.
Merci pour la réponse, Rémi. Il y a une question aussi qui a été posée. Vous avez montré un moment un tableau, une petite matrice comparative avec les systèmes existants, mais c'est vraiment une question sur les éléments différenciants par rapport aux autres protections. Alors peut-être que vous pouvez revenir soit sur la diapositive ou insister vraiment sur les éléments clés de différenciation. Oui. Vous avez parlé de propriété intellectuelle, certes, avec des brevets, mais au-delà de ça, qu'est-ce qui fait vraiment les forces de Floodframe par rapport à sa concurrence? Alors, je vais repartager mon écran. C'est celui-là. Alors, en fait, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a comme concept de protection? Parce que j'aime bien dire que Floodframe, c'est un nouveau concept. Hein. Jusqu'à présent, les concepts se sont développés sur, on va dire, 3 grandes lignes. Le premier, c'est celui de la protection des ouvertures. Donc, on le voit ici. C'est un bâtard d'eau, c'est-à-dire une planche qu'on vient mettre en travers d'une ouverture pour bloquer l'eau qui passerait par la porte, par la fenêtre, etc. Donc, ces protections d'ouverture, ben, en fait, c'est assez simple à calculer. Hein. Quand on a une maison avec 15 ouvertures, ben, on multiplie les installations et puis on voit que sur le côté, quand même, il reste des rails hein, en permanence. Et quand c'est assez long, ben, il faut rajouter aussi des poteaux au milieu. Voilà. Donc, on a des systèmes qui fonctionnent très bien depuis très longtemps. Hein. Je parlais de Venise, mais c'est ça. Hein. C'est à Venise qu'on voit beaucoup de bâtards d'eau. Devant les portes, on met une planche en bois. C'est tout simple. Ben le premier inconvénient, c'est cette opération-là. C'est que ben, il faut les stocker quelque part, parfois pendant des années, se rappeler qu'on les a mis au fond du garage, se rappeler dans quel ordre on les monte, parce qu'il y a un ordre pour les monter. Les avoir entretenus parce que en fait ce qui fait l'étanchéité c'est pas la planche, c'est le joint entre les planches ou le joint entre la planche et le sol. Voilà. Et puis bah, tout le reste du temps on reste avec une glissière voilà, sur le côté, ce qui dans certains secteurs, je parlais de secteurs sauvegardés, protégés, est rédhibitoire. Le deuxième type de protection, c'est les digues. Hein, donc, c'est soit des digues amovibles, comme il y a ici sur la page de droite, hein, sur la photo de droite, soit des digues construites, hein, qui est, historiquement, on a fait ça sur les fleuves. Hein, partout où il y a des villes traversées par des fleuves, Toulouse en est une, on construit des digues. Voilà. Mais en fait, une digue, c'est maintenant, la doctrine ne veut plus qu'on en construise. Pourquoi? Parce que quand on fait une digue, en fait, on pousse le problème chez le voisin. Voilà. Donc, par exemple, à Blagnac, ils ont construit une digue. Ben, en fait, maintenant, c'est Fenouillet qui est inondable. Hein. Ou Beauzelle, qui est la commune d'après. Hein. Donc, les digues, c'est un concept qui a plus du tout le vent en poupe. Et puis, il y a une autre raison très simple, c'est que c'est extrêmement cher, c'est extrêmement long à mettre en œuvre. Et pour vous donner, par exemple, l'histoire du camping dans le Gers qu'on a eu comme premier client, donc, c'est un camping assez modeste, hein, il y a à peu près 70 emplacements. Ben, le coût de protection par une digue, c'était à peu près 8 millions d'euros. Voilà. Mais la protection par Floodframe, c'est 300 000 euros. Et les 8 millions d'euros, il fallait à peu près 10 ans pour les faire, et nous, il faut à peu près 3 mois. Voilà. Et le troisième concept, c'est ce qu'on appelle les protections périmétriques avec, historiquement, le sac de sable. Hein. C'est quand même la protection la plus basique et la moins chère qui existe. Mais vous voyez, les sacs de sable, il faut les fabriquer d'abord. Donc maintenant, il y a des machines, mais enfin, il faut les fabriquer, mettre du sable, avoir des sacs et puis surtout les poser. Et ça reste un peu comme les bâtards d'eau, c'est-à-dire que l'eau peut passer quand même en dessous. Voilà. C'est jamais parfaitement étanche. Et puis, c'est extrêmement long à mettre en œuvre. Donc, il y a des inondations de type ruissellement où le phénomène se passe en quelques minutes. Et voilà, c'est inopérant. Voilà. Autre avantage, si je peux rajouter, Rémi, c'est que comparativement aux autres types de protection, Floodframe ne permet pas à l'eau de rentrer en contact avec les murs. Voilà, donc lorsque vous protégez votre maison avec des bâtards d'eau, en général, lorsqu'il y a eu un diagnostic réalisé avant, le diagnostiqueur vous a préconisé de réaliser des travaux dans la maison, en général pour rehausser les prises électriques et les installations sensibles, de changer votre parquet par du carrelage,
de boucher les fissures du mur. Avec Floodframe, vous n'avez plus de travaux à faire dans la maison, sachant que l'eau ne rentre plus en contact avec le mur et ne pénètre plus du tout dans la maison. Donc ça, c'est un des avantages majeurs, outre le fait que la protection est permanente. C'est une protection 24 heures sur 24 et sans nécessité d'intervenir pour installer des bâtards d'eau ou stocker des bâtards d'eau. C'est un bon complément, d'autant qu'il y a en fait, tous ces systèmes-là ne sont pas utilisés sur les maisons en bois, par exemple. Parce qu'en fait, c'est inopérant. J'ai une question complémentaire, toujours sur ces aspects, je pense, concurrence, mais avantage concurrentiel de votre solution par rapport au reste. On me demande quelle est la hauteur d'eau maximum que vous pouvez protéger. Alors en fait, pour nous, il n'y a pas de maximum. C'est-à-dire que à la fois en souterrain, la membrane qu'on pose peut descendre à 50, 60, 80, 100. Et la membrane hors sol, elle peut monter à la hauteur qu'on veut. Ce qui se passe, c'est que en tout point du territoire, en fait, il y a l'inondation est caractérisée par une hauteur d'eau qu'on appelle souvent la centenale. C'est-à-dire, on sait qu'à tel endroit, il y a une hauteur centenale de 1,20 m. Donc, en général, nous, on règle notre toile sur le 1,20 m. Voilà. Mais on peut faire la hauteur qu'on veut. Notre prochain projet à l'île de Ré, par exemple, il fera 2 mètres de haut. Voilà. Ça paraît assez fou, mais il y a des endroits où il y a 2 mètres de haut. Voilà. Merci pour la réponse. Des questions sur des aspects commerciaux. Vous avez présenté les différentes cibles, les différents marchés, et on demande un peu quelles sont les perspectives et un peu la stratégie pour aborder ces différents marchés. Philippe, tu veux prendre le relais? Alors, en termes d'un point de vue stratégique, la difficulté à laquelle nous confrontons aujourd'hui, c'est de pouvoir toucher le client final en direct. Donc, nous passons aujourd'hui par l'intermédiaire de syndicats de rivières qui, en général, ont la compétence GEMAPI. Dans GEMAPI, il y a pays, donc prévention des inondations. Et c'est ces syndicats de rivières qui, en général, gèrent les problèmes d'inondation chez les particuliers et au sein des entreprises. Puisqu'en général, lorsqu'il y a inondation, il y a déclaration de catastrophe naturelle. Et donc, le fonds Barnier, qui est un fonds qui a été créé donc en France pour subvenir à ces catastrophes naturelles et aux sinistrés des catastrophes naturelles, vient en complément des assurances pour indemniser les personnes qui ont été inondées, par exemple. Et dans le cadre de ce fonds Barnier, il y a un financement pour les travaux lorsqu'il y a une déclaration sur un syndicat de rivière, une zone d'un PAPI, c'est-à-dire un programme d'action en prévention des inondations. Les travaux qui sont préconisés par les diagnostiqueurs sont pris en charge à 80% par le fonds Barnier. Voilà. Et donc, nous, notre objectif, c'est effectivement d'informer de l'existence de Floodframe une majorité de syndicats de rivières, voilà, et afin qu'ils sachent, qu'ils connaissent, que les diagnostiqueurs puissent préconiser notre système comme solution contre les inondations. Alors, ce que Philippe a élaboré, c'est effectivement la partie centrale ici, particulier entreprise, où on passe par les syndicats mixtes, enfin en tout cas ceux qui ont la compétence GEMAPI. Sur les 3 autres marchés, que ce soit les infrastructures critiques, les campings ou la partie patrimoine, on intervient en direct. En novembre, on a déployé chez Bouygues, on approche Enedis, SNCF Réseau, Orange, voilà, tous ces autres opérateurs d'infrastructures critiques. Sur les campings, les clients, mais c'est les opérateurs de camping. Bon, c'est pour la plupart des indépendants. Et puis, il y a quelques groupements, hein, Flower, avec qui on a signé un accord particulier, Yellow Village, Gain, Capfun, voilà, c'est les grandes chaînes qui... Il faut savoir que sur le camping, en fait, en ce moment, il y a un grand mouvement de la part des investisseurs depuis la crise du Covid. Donc, les chaînes de camping reçoivent de nouveaux actionnaires qui ont des moyens colossaux pour se développer. En fait, le camping est devenu vraiment un tourisme
très différent ces 2 dernières années. On parle même de glamping, hein, le camping glamour, voilà. Et là, on intervient en direct avec les opérateurs. Sur la partie publique, c'est pareil. On est en direct soit avec les propriétaires par exemple, de salles des fêtes, d'écoles, etc., dont les mairies, soit avec des acteurs comme le musée des abattoirs, par exemple. Le musée des abattoirs, on est en train de monter un projet, donc ils nous ont fait une lettre pour dire qu'ils voulaient faire le projet avec nous. Et là, on est en train de monter le projet et son financement, parce que il y a une partie financement à monter aussi, pas par nous, hein, mais par ceux dont c'est le rôle, la Fondation du patrimoine, le ministère. Et donc là, pareil, on traite en direct. Par contre, là, il y a une petite complexité qui est derrière, hein, c'est qu'il faut effectivement avoir plusieurs interlocuteurs qui vont amener le financement du projet. Voilà. Alors, nouvelle question, à nouveau sur des aspects techniques. On me demande, quand l'eau se retire, comment cela se passe? Donc, j'imagine qu'il est question d'éventuellement de maintenance, de réparation, d'intervention. Donc, quand l'eau se retire, comment ça se passe? Effectivement. Alors, déjà, quand l'eau se retire, en fait, le système tombe au sol. Donc, on a un accès immédiat au bâtiment. C'est un point, c'est un des petits détails aussi importants, hein. Quand il y a une barrière, il faut d'abord la démonter, etc. Bon. Même s'il est au sol, si une deuxième inondation arrive dans les heures qui viennent, il fonctionne comme s'il était enterré. Donc, il va continuer son rôle de protéger, même si une deuxième inondation arrive. Voilà. Après, une fois que les choses sont stabilisées, nous, on intervient dans le cadre du post-inondation. Et en fait, ça consiste à faire quoi? D'abord à vérifier que voilà, le système n'a pas été endommagé, parce que parfois, dans les inondations, il y a des choses qui flottent, hein. Et puis, ensuite, on le renroule. Donc, c'est une opération assez simple, hein. On le prend, on le renroule et on le remet dans son logement et il est à nouveau comme opérationnel. Ça me donne l'occasion de dire que, en fait, quand on vend une installation, on vend aussi une visite annuelle, un peu comme la chaudière. C'est-à-dire que notre garantie n'est valable que si chaque année on vient vérifier le système. Alors c'est une opération assez simple, hein. On soulève le capot, on vérifie les liaisons étanches, tout ça c'est visuel. Mais ceux qui ont nos systèmes sont engagés dans des opérations annuelles pendant lesquelles on vient juste inspecter à nouveau l'étanchéité du dispositif. Très bien. Merci pour la réponse. Et une question, vous l'avez évoqué aussi à plusieurs reprises, sur le centre en fait de démonstration. Donc, quel est l'intérêt dans la stratégie de Floodframe d'avoir ce centre? Donc, je vous laisse la parole. En fait, ce centre, il est fondamental. D'abord parce que c'est un outil technique pour nous, parce que je vous parlais tout à l'heure des sites Céveso. Floodframe, finalement, c'est un concept qui peut se décliner dans plusieurs versions. Disons que pour les versions à venir, on a besoin d'un endroit où tester les principes de fonctionnement et notamment le fait que ce soit automatique, enfin qu'on respecte nos facteurs clés de succès. La deuxième chose, c'est que c'est un formidable showroom. En fait, il n'y a aucun endroit en France où on peut voir une inondation de manière contrôlée. Et dans ce centre, on va pouvoir le faire. Voilà. À tel point que il y a une association française qui s'appelle l'AFPCNT, qui est sous la tutelle du ministère de l'écologie, qui vient de recevoir une énorme subvention du ministère pour structurer tous les acteurs des risques naturels, qui nous a accordé un partenariat autour de ce centre parce qu'ils veulent faire de la sensibilisation. Montrer ce que c'est une inondation, parce qu'on ne le voit pas, on voit avant, on voit après, ce qu'on voit pendant, souvent c'est assez dramatique et inexploitable. Là, on peut voir ce que c'est pour de vrai, de près, de manière contrôlée, en toute sécurité, et en se penchant sur les détails, voilà, sur la pression de l'eau, sur la réaction du bâti, sur tout un tas d'aspects qu'on ne peut pas voir. Et à notre connaissance, il n'existe pas de tel centre ailleurs en France, voire même en Europe. Voilà.
Donc, c'est un pilier fondamental de notre projet qui va nous servir pour nos développements techniques, pour notre showroom et qui attire voilà, un certain nombre d'acteurs qui se disent tiens, je vais pouvoir faire des essais comme le CSTB. Le CSTB avec le Louvre va faire des essais chez nous. La FPCNT qui veut faire de la sensibilisation, ou tout simplement un assureur comme Allianz qui se dit qu'il va pouvoir faire de la communication. Hein, donc, c'est un partenariat d'image dans lequel il peut amener certains de ses assurés qui auraient des problèmes d'exposition au risque, hein, tout simplement, pour les sensibiliser. Voilà, ça va servir à tout ça. Et ça sera ouvert en mars. Nous pourrions également tester des produits concurrents dans ce centre de test. Et je crois qu'il y a encore 2 questions qui viennent d'être posées. Donc, la première, c'est sur les éléments clés ou les éléments critiques du BP et qui justifient la levée de fonds. Je crois que vous l'avez évoqué, Rémi, hein, quand vous parliez de l'allocation des fonds et du plan de charge d'entreprise, mais peut-être que vous pouvez y revenir. Ensuite, une question technique, mais c'est peut-être moi qui apporterai la réponse sur l'investissement. Alors, sur les besoins, en fait, on a adressé on va dire, ce qui est critique à court terme. Bon, j'ai parlé du centre de test, j'ai parlé de cette capacité à concevoir et à déployer, donc de moyens industriels, hein. Et puis le BFR, voilà. Hein, donc on est dans une phase de croissance, donc la société va consommer beaucoup de BFR. Et puis donc tout l'investissement commercial. Voilà. On a un produit qui est assez simple à déployer, qui ne nécessite pas de gros travaux. Tout le monde comprend très vite comment ça se fait. Et voilà. Et le financement va essentiellement à de l'organisation, de la logistique ou des moyens internes. Voilà, que ce soit de la conception, l'outillage, du BFR, du centre de test ou du digital pour la partie commerciale. Okay. Et enfin, donc, il y avait une question qui était posée sur l'investissement pour savoir si l'investissement en capital de Floodframe permettait de bénéficier d'une réduction d'impôt. Alors ça, c'est une étude qu'on a menée, hein, de notre côté avec nos spécialistes avocats fiscalistes, et la possibilité est effectivement offerte de disposer de réduction d'impôt. Donc la réponse est oui. Je crois qu'on arrive à la fin des questions qui ont été posées. Merci pour la présentation, pour les réponses que vous avez apportées. Pour information, le webinaire a été enregistré. Il va être publié en replay, donc il sera accessible sur la chaîne YouTube de WeSeed. Rémi, vous la publierez, j'imagine, également à travers tous vos réseaux sociaux. Pour les personnes qui souhaiteraient poursuivre l'échange, vous avez bien sûr la possibilité de questionner toute l'équipe directement sur la fiche par l'intermédiaire des questions que vous posez, avec la grande réactivité de l'équipe Floodframe pour y répondre. Donc, je pense que nous allons terminer ce webinaire s'il n'y a plus de questions. Je remercie tous les participants qui nous ont écoutés. Je vous remercie évidemment l'équipe Floodframe pour votre présentation. Et nous restons à votre disposition si vous avez des questions complémentaires d'ici la clôture de la collecte qui interviendra dimanche le 5 à minuit. Merci beaucoup. Merci pour votre attention. Bonne fin de journée. Bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.